Et au Guatemala, ce qui s'est passé, c'est que pour remplir et répondre à la demande, on a volé des enfants. Et donc on a volé des enfants pour approvisionner des réseaux de trafiquants qui étaient déjà en place. Et donc c'est malheureux et c'est horrible de se dire, finalement, ce qui était une belle chose, une belle démarche, ça a apporté quelque chose de négatif. Pour cet épisode, je tenais à remercier notre sponsor, le Creator Lab, le seul et l'unique hub pour les créateurs de contenu dans la capitale. Merci. Mesdames et messieurs, le podcast est de retour et comme à chaque épisode, j'ai le plaisir d'avoir un invité exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Mariella. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Super. Écoute, je vais commencer notre échange par d'abord lire un extrait de ton livre « Maman, je ne suis pas morte », paru aux éditions Kenes, que j'invite tout le monde à lire. Franchement, une histoire incroyable. Donc, l'extrait que je souhaite te lire, c'est le suivant. « Le hasard n'existe pas, la vie n'est faite que de rendez-vous. » N'est-ce pas? Parfait. Pour moi, en fait, cette phrase résume un peu notre rencontre. Alors, je vais un peu expliquer aux téléspectateurs aujourd'hui comment notre rencontre a eu lieu, parce que franchement, c'est une histoire incroyable. Je vous explique. Quand j'ai débuté donc le projet, le podcast, Mariella faisait partie des personnes que je souhaitais donc inviter. Mais comme c'était encore à mes débuts, j'étais encore un peu timide et je me suis dit, je vais contacter Mariella. Mais à chaque fois, je reportais. Parce que Mariella avait fait quand même pas mal d'apparitions télévisées. Et je m'étais dit, mais moi, mon petit podcast, comment je vais faire pour avoir Mariella comme guest? Et je me souviendrai toute ma vie, c'était un dimanche, je suis chez moi. Et je me dis, avant de contacter Mariella, je vais prendre le temps d'étudier un peu ton histoire. Donc, je passe en revue tous les entretiens que tu as pu avoir lors d'apparitions télévisées. Et le lendemain, je suis sur Bruxelles et j'ai un rendez-vous. Et je cherche une place pour me garer. Et je tourne en rond et je ne trouve pas de place. Et le seul moyen pour être à l'heure à mon rendez-vous, c'est que je me gare dans un parking pas très loin. Donc je prends la décision finalement de me garer dans ce parking-là. Je ne fais même pas 500 mètres. Sur qui je tombe? Mariella. Donc je me dis, ça c'est une opportunité que je ne peux pas manquer. Donc je t'ai approché, je me suis présenté et je t'ai dit, Mariella, j'aimerais t'avoir en tant que guest dans le podcast. Et quelques mois plus tard, nous voici. Ce que tu as oublié de dire, c'est que tu avais une bouteille de champagne à la main. Oui, effectivement, j'avais une bouteille de champagne à la main, mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera peut-être pour un prochain épisode du podcast. Alors, j'ai une question qui sera peut-être un peu maladroite, mais peut-être que tu vas pouvoir rectifier. Mariella ou Colline, comment est-ce que je t'appelle au final? Parce que moi, j'ai l'habitude de t'appeler Mariella, parce que tout au long de la lecture du livre, c'est le nom avec lequel j'ai plus d'affinité. Mais au final, au quotidien, tu te sens le plus à l'aise avec quel prénom? Avec les deux. Ouais. Sincèrement, avec les deux. Tout dépend du pays dans lequel je suis. En espagnol, Colline, c'est un quasi imprononçable. Donc, évidemment, de manière aussi plus légitime pour ma famille, c'est compliqué de m'appeler Colline parce que pour eux, c'est Mariella. Et ici, c'est compliqué pour eux de m'appeler Mariella pour les personnes de ma famille. Après, en dehors, les deux sont bons. Vraiment, les deux sont pas bons. Donc moi, je vais choisir Mariella. Ok. Ça va? Ok. Parfait. Alors Mariella, quand tu as entamé tes recherches pour découvrir qui tu es, vraiment ta personnalité, toute ton histoire, quand tu as commencé ta démarche, loin de toi d'imaginer que ça allait avoir ensuite, après l'écriture de ton livre, un impact médiatique aussi important que l'on peut observer aujourd'hui. Est-ce que toi, maintenant, cette expérience, elle est difficile de sortir comme ça du jour au lendemain de l'anonymat? Parce que quelque part, c'est aussi une démarche intime, personnelle, et du coup, tu la partages avec le monde entier. Est-ce que c'est pas trop difficile ou comment est-ce que tu gères ça maintenant au quotidien? C'est en deux temps parce que d'abord, il y a eu l'impact médiatique avant la sortie du livre, suite à différents événements qui se sont passés au niveau judiciaire, au niveau des personnes qui étaient impliquées, suspectées en tout cas dans le dossier. Donc
moi, d'un point de vue purement média, je l'ai plus vécu avant la sortie du livre. C'est vrai? Ouais, vraiment. Au niveau Belgique, au niveau Europe. Après, au niveau Guatemala, ça c'est autre chose. Là-bas, c'est la folie furieuse. En fait, ça c'est vraiment... C'est le livre qui est pris comme un témoignage ici. Là-bas, il est vraiment pris comme une dénonciation, comme une opposition au gouvernement. Je parle de personnes qui sont toujours en place aujourd'hui au Guatemala, qui ont des positions très importantes, des personnes avec du pouvoir. On est sur fond de corruption quand même dans ce pays. Et donc là-bas, je ne peux pas, par exemple, parler librement de tout. La promo du livre en espagnol s'est faite sous escorte armée. Donc voilà, c'est deux réalités différentes. Ce qui est difficile, c'est d'arriver là-bas dans cette réalité où c'est finalement pas une autre personne, parce que je n'ai pas changé, mais de vivre ça différemment, et puis d'avoir toutes ces équipes aussi autour, etc. Et puis de reprendre après l'avion, d'atterrir à Bruxelles, et puis faire... Bon, bah, je vais porter ma valise, en fait. Voilà. Mais c'est génial, et c'est gai de vivre les deux. Ça, il faut pouvoir vivre les deux, et toujours en gardant bien les pieds sur terre. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que la démarche est personnelle. Mais à partir du moment où la cause, elle concerne des centaines et des centaines de personnes, et tout pays confondu, ben en fait, à partir du moment où on décide de mettre son histoire au service d'une cause et de parler finalement de quelque chose de personnel pour aider les autres, ça s'est un peu imposé de finalement se mettre au service de quelque chose, parce que je ne suis pas un cas isolé, malheureusement. Pendant la lecture du livre, à un moment, tu te dis, mais c'est un film ou c'est réel? Il y a des situations où je me disais, ah, Marilla, là, elle est en danger. Et toi, quand tu reviens ici en Belgique, est-ce que tu te sens safe ou pas du tout? Quand tu lis le livre, tu découvres que réellement, tu t'attaques à certaines institutions parfois qui sont bien en place. Après, je pense que tout n'est pas dedans, justement pour ces raisons-là. Pour d'autres raisons aussi, il y a des choses que je ne peux pas écrire parce que c'est des faits qui ne sont pas jugés. Donc il y a toujours ce devoir de respecter la présomption d'innocence. Après, j'ai pas écrit tout ce que je voulais écrire. Je pourrais encore écrire... Enfin, il y avait beaucoup plus au départ, et je pourrais écrire encore beaucoup plus. Maintenant, en Belgique, oui, ben, bien sûr, j'étais menacée. J'étais menacée plusieurs fois. Les réseaux sont ce qu'ils sont. Après, je me sens pas en insécurité non plus. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments de manière ponctuelle où je me suis dit, ouf, ouais, ici c'est quand même un petit peu chaud. Mais après, là-bas, au Guatemala, je me suis pas sentie en insécurité non plus. Je fais très attention, je me déplace jamais toute seule, etc. Mais quand je suis pas dans le cadre promo livre et que je suis vraiment en dehors avec ma famille, bon, je fais vraiment relativement attention, mais voilà, je me sens pas en insécurité. Il y a un dicton qui dit que parfois il vaut mieux mourir debout en dénonçant qu'en silence à genoux. C'est un peu ça, c'est un peu vrai, mais je suis pas la seule. Encore une fois, on est beaucoup de personnes à dénoncer pour des pays différents. Et pour le Guatemala, on est nombreux. Donc voilà, je pense que c'est inévitable. À un moment, l'histoire, elle doit s'écrire. Et les personnes qui ont été concernées ou qui sont victimes de ces faits vont, à un moment donné aussi, où chaque témoignage, en fait, c'est un petit pas en plus vers la vérité. Et puis voilà, c'est devenu une lutte en fait de dizaines et de dizaines de personnes. Et les gens ne se rendent pas compte en fait qu'ils vivent parfois au quotidien à côté de personnes qui ont vécu des drames. Et il ne faut pas mettre le drame en avant, mais il faut mettre, c'est un devoir de mémoire, de dire en Belgique, en France, etc. Des États ont signé des papiers, des États ont authentifié des documents qui ont décidé de la vie d'êtres humains, de destin de centaines de personnes. Et en fait, ces papiers étaient tellement falsifiés bah, qu'aujourd'hui, en termes de responsabilité, il faut pouvoir se regarder dans les yeux. Donc voilà, c'est compliqué de dénoncer sans déranger d'un côté ou de l'autre de l'océan, mais il faut le faire. Une fois que tu as découvert qui tu étais, tu as découvert tes origines, que tu as découvert tout ce qui se passe derrière ce trafic, comment on fait pour se reconstruire? On fait. Parce que j'imagine que c'est perturbant de découvrir que toute ta vie est un peu un mensonge. Oui, ouais, complètement. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Le but, c'est de se faire accompagner, de pas être seul, surtout, d'être entouré par des professionnels, d'admettre aussi, de pouvoir dire le mot victime, parce que pour moi, ça a été très compliqué. C'est vrai? Ça m'a pris plus de 2 ans. Quand parfois les journalistes me disaient, mais au fond, vous êtes une victime. Ouais, et puis, question suivante. Mais en fait, non, pas du tout. Et
ces victimes par rapport à un pays. C'est un pays, c'est une enfance, parce que ça a duré sur plusieurs dizaines d'années. Oui, c'est l'enfance d'un pays, c'est la jeunesse d'un pays qui a été touchée par ce fléau. Et donc, voilà, se dire, ok, je ne suis pas toute seule, ça aide, mais se faire accompagner aussi, c'est important. Et puis, je pense que moi, j'avais commencé différents projets, j'avais commencé à écrire le livre, donc c'est vrai que ça... Il n'y a rien à faire, écrire, ça soulage, même si c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai plus vu comme un accouchement sans péridurale qu'un accouchement tout court. Dans ton cas, tu vois, toi, tu as la chance d'avoir pu avoir les réponses à quasiment toutes tes questions. Est-ce qu'il t'arrive pas parfois, toi, de culpabiliser par rapport à d'autres personnes qui ont le même vécu que toi, mais qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir trouver toutes les réponses? Est-ce que ça t'arrive de temps en temps ou tu n'as pas cette sensation de culpabilité? Je dirais pas que c'est une culpabilité. Je mesure la chance que j'ai, effectivement. Après, je pense que de par le combat, de par ce qui a été mis en place, de par la création aussi de Racines perdues, c'est une manière aussi de pouvoir aider les autres et surtout de jamais perdre l'espoir. Parce qu'on peut chercher pendant des années et puis rien, et puis à un moment, les portes s'ouvrent et pour quelle raison, on ne sait pas. Je culpabilise, c'est pas de la culpabilité, non. Après, beaucoup de tristesse, oui, ça c'est sûr, quand on voit des dossiers qui passent et où on se dit, ouais, ça va être compliqué. Mais après, il ne faut jamais perdre l'espoir. Il y a d'autres. C'est pas que le document qui peut aider, il y a aussi l'ADN, etc. Enfin, il y a plein de pistes qui peuvent être exploitées. Et je pense que les ponts qui sont en train d'être faits justement entre le Guatemala et la Belgique, et Guatemala et l'Europe, mais aussi avec les États-Unis, toute cette communauté, cette jeunesse qui se met en action finalement pour dénoncer, ça permet aussi de créer des liens et de créer des process pour essayer que les gens se retrouvent et se rencontrent. Et ce qui est encore fou, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une demande du Guatemala. C'est un couple à qui on a volé une petite fille en 1979. 79 du coup pour les Français. Et ils m'envoient leurs coupures de presse, les archives de police en disant, est-ce que vous auriez une petite fille sans document d'identité qui serait née en 1979? Et là, en fait, notre rôle à nous, c'est de aller dans nos bases de données, de rechercher, pour une raison ou une autre, entamer ce chemin de l'ADN pour réunir les gens. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail aussi derrière de reconnexion des familles ensemble, et puis on y arrive. Avec toute l'équipe, parce que je ne suis pas toute seule. Et donc voilà, c'est vraiment, je veux les mettre à l'honneur et les porter haut, parce qu'elles font un travail remarquable. Toute l'équipe de Racines perdues, c'est ça en fait, réunir des gens. Donc on ne culpabilise pas que les autres ne retrouvent pas, mais on se bat pour qu'ils retrouvent un jour. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Racines perdues pour les personnes qui ne connaissent pas cette association? Alors Racines perdues, ça a été un tout petit collectif au début. On a créé ça vraiment de manière... presque, j'ai envie de dire, ça s'impose à nous, on n'a pas le choix, il faut qu'on soit solidaire. Puis c'est devenu une association, et puis maintenant, en 2021, c'est devenu une fondation. Donc oui, une société avec un numéro d'entreprise. Effectivement, donc c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de travail. Mais à côté de ça, on fait plein de choses. Essentiellement, c'est réunir les gens, leur permettre de se reconnecter à leur culture, à leurs origines. Ici, on va lancer un programme de langue pour apprendre l'espagnol, parce que c'est important aussi que les personnes, dans le cadre essentiellement aussi de leur recherche des origines, puissent se réapproprier leur langue, leur culture. Et puis aussi, quand le contact est établi avec une famille, de pouvoir, la manière la plus autonome possible, créer quelque chose. Parce que nous, on ne peut pas toujours être là tout le temps. On est là, on accompagne au fur et à mesure, mais c'est important pour eux de se réapproprier leur histoire, pour chaque personne. On fait des événements, des moments cinéma. Je pense par exemple, pour l'instant, ici, il va y avoir un festival de documentaires. Il y a un film du Guatemala qui est sélectionné, on le met en avant, etc. La cuisine aussi, il y a beaucoup de contacts avec la communauté guatémaltèque en Europe. Et c'est fou aussi d'arriver à connecter les gens. C'est beau, que ce soit par la musique, la cuisine, le cinéma, etc. Notre travail essentiel, c'est aussi du plaidoyer. Donc là, c'est vraiment, je ne vais pas dire du militantisme, mais en tout cas, au départ, c'était vraiment sensibiliser, interpeller les gouvernements, interpeller aussi l'AE. Bon, après, on avait déposé une demande pour être observateur au tribunal international de droit privé de l'AE, qui a été validée. Donc là, Racines perdues y est effectivement avec d'autres associations, mais je veux dire, pour nous, c'est vraiment le cheminement et l'aboutissement de 4 ans de travail. D'aller jusqu'aux Nations Unies aussi pour dénoncer et expliquer, et puis réunir et fédérer avec d'autres associations
et de demander finalement aux Nations Unies, qui est quand même une des instances les plus importantes au monde, pour que les pays qui ont signé leur convention puissent reconnaître via l'ONU qu'il y a eu effectivement des failles, qu'il y a eu des trafics d'êtres humains, des trafics d'enfants aux yeux quasi au vu de tout le monde, sans que ça ne se soit su ou pas, peu importe. Mais nous, voilà, il y a ce militantisme qu'on fait. On aimerait effectivement avoir une reconnaissance des faits comme crimes contre l'humanité. Parce que dans notre cas, en plus, ce qui n'est pas le cas pour tous, mais dans notre cas, il y a le contexte du conflit armé, donc la guerre, etc., au moment où ça s'est passé. Donc il y a eu vraiment un déplacement massif d'enfants à partir du Guatemala, mais vers le monde entier. Et donc voilà, Racines perdues, c'est aussi un peu tirer la sonnette d'alarme pour dire il ne faut plus que ça se reproduise, ça ne peut plus jamais, jamais, jamais arriver. Et donc ça, c'est ce qu'on fait. Et puis on fait toute la recherche des familles. Et ça, c'est le plus beau. Combien de familles, à peu près, vous avez déjà pu reconnecter? Est-ce que tu as peut-être une idée ou c'est encore une donnée assez vague? Bon, on a participé à une quarantaine de process de réunification. À chaque fois, c'est la même émotion. Donc, c'est toujours avec beaucoup de prudence, avec des contacts sur place. Il y a un accompagnement sur place, un accompagnement ici, des traductions. Parce que parfois, donc, le Guatemala, c'est aussi très riche au niveau culturel et au niveau ancestral. Donc, il y a plus d'une vingtaine de dialectes parlés dans le pays, dans la communauté maya. Et puis, il y a l'espagnol. Et donc, il faut aussi faire cette traduction entre le dialecte et puis l'espagnol. Et c'est beau, en fait. C'est quelque chose de merveilleux de pouvoir se dire, moi, j'aurais voulu qu'on fasse ça pour moi. Tout en laissant la personne actrice de sa démarche et vraiment dans la bienveillance. Mais il y avait tellement rien qui existait. On a du tout créé les protocoles, les contacts. Et puis, quand on voit aujourd'hui qu'il y a cette... on a découvert il n'y a pas longtemps, par exemple, qu'en Suisse, il y avait un site qui nous référençait comme personne de contact pour la recherche des origines. On s'est dit, waouh, c'est beau, en fait. C'est beau et puis ça a du sens. Voilà. Ça a du sens de permettre à des gens de pouvoir se retrouver et de se dire... Moi, quand j'en parle, j'ai toujours cette émotion de me dire... Je me souviens encore la chaleur de la peau de ma maman, la première fois qu'elle m'a pris dans ses bras, et de se dire pouvoir permettre à des gens de vivre ça, c'est merveilleux. Après, ça ne se passe pas toujours super bien. Il y a des situations où c'est très compliqué. Mais en tout cas, de pouvoir être le pivot, juste simplement ça, c'est merveilleux. C'est notre cadeau à nous de pouvoir aider les autres, en fait. Ça n'a pas de prix. Exactement, ça n'a pas de prix. C'est très beau. Une chose qui est belle aussi, c'est l'adoption. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche de vouloir adopter un enfant. Est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner aux personnes qui souhaitent adopter ou, selon toi, le système parfois est tellement bien roué qu'on a du mal à se dire ou à distinguer une adoption légale ou illégale? L'adoption, c'est vrai que c'est... Alors, dans mon cas, parce que ce n'est pas le cas de tous, il y a des adoptions qui ne se passent pas bien. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'adoption, c'est une rencontre d'êtres humains qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas du même sang. Et ce n'est pas parce que la personne sur papier porte le nom de ses parents que ça va matcher. Donc, moi, personnellement, je l'ai très bien vécu, ça s'est très très bien passé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et dans les personnes qui adoptent, il y a aussi des personnes qui ne sont pas super bienveillantes. Donc parfois, il y a des situations où il y a des faits de mœurs, il y a des violences, etc. Voilà, comme dans toute famille, c'est un peu ça aussi. Il faut pouvoir donner la parole aussi aux personnes adoptées qui ont vécu des situations dramatiques et qui, au final, n'auraient peut-être pas vécu ça de cette manière-là, en étant restées là où elles étaient. Mais ça, c'est encore un peu à part. En termes d'adoption, il y a deux types d'adoption. Il y a les adoptions de mise à l'adoption volontaire d'un parent, d'une maman généralement, mais d'une famille biologique. Et puis il y a les adoptions des orphelins. Et le problème, c'est encore une fois, c'est le même principe, la demande crée l'offre. Et à l'inverse, c'est des mots très durs, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et on s'est rendu compte que plus la demande était forte, plus l'offre était grande. Et l'offre, à un moment, elle n'était pas suffisante par rapport à la demande. Et au Guatemala, ce qui s'est passé, c'est que pour remplir et répondre à la demande, on a volé des enfants. Et donc, on a volé des enfants pour approvisionner des réseaux de trafiquants qui étaient déjà en place. Et donc, c'est malheureux et c'est horrible de se dire... finalement, ce qui était une belle chose, une belle démarche, ça a apporté quelque chose de négatif. Parce que l'adoption, ça coûte énormément d'argent.
L'adoption au Guatemala en 1997, même dans les années 2000, les rapports disent que ça rapportait 200 millions de dollars par an. Au gouvernement. Voilà. Et donc, à qui profite le crime dans ce cas-là? Voilà. Donc, les adoptions, le problème, et c'est là aussi qu'on en vient, les adoptions volontaires, des mises à l'adoption volontaires, mais s'il y a une offre qui est inférieure à la demande, on va avoir plus d'orphelins. Et donc, en fait, c'est ça, c'est toujours ce système de vase communicant. Après, il y a des vrais orphelins, il y a des enfants qui ont réellement besoin d'être adoptés et il faut leur donner cette opportunité. Moi, je ne suis pas du tout contre l'adoption. Maintenant, l'adoption, et ça c'est, là il a encore répété, l'adoption c'est vraiment le dernier point, c'est le dernier moyen pour sauver un enfant. L'adoption, c'est pas un acte humanitaire. L'adoption, c'est un moyen de protection d'un enfant. Et donc, protéger un enfant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mécanismes en interne dans le pays pour protéger cet enfant? Ça, c'est la démarche actuelle. C'est plus de sortir un enfant de son pays. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que c'est pas parce qu'on dépote une plante avec des racines qu'on la replante ailleurs qu'elle va fleurir, qu'elle va mûrir, que la plante va s'épanouir. S'il n'y a pas assez de soleil, si le climat n'est pas bon, s'il y a trop de vent, si le sol ne contient pas les minéraux, enfin tout ça, le sol, c'est la famille, c'est le socle familial, etc. Si ça ne convient pas à la personne, c'est pas un match garanti. Et je pense qu'on ne met pas assez en garde les gens de pouvoir leur dire ça peut ne pas fonctionner. C'est pas parce que pour autant que vous êtes des mauvais parents, c'est pas pour autant que cette personne adoptée a quelque chose de mauvais en elle, c'est juste parce qu'on est des êtres humains et ça doit pouvoir s'entendre. Je sais que mes mots sont assez durs, mais on entend trop de jolies choses avec un petit nœud rose autour de l'adoption, etc. Non, en fait, non, ça se passe pas toujours comme ça. Et donc dans le cadre des trafics, c'est important de pouvoir mettre les gens en garde de passer par des filières officielles et même malgré ça de passer par des pays par exemple qui ont ratifié la convention de l'Haye. Puis si un jour le Guatemala revient dans le processus d'adoption, nous aussi on sera là pour dire aussi attention. Nous ça nous est arrivé, ça arrive à des dizaines de personnes, on veut pas que ça se reproduise. Et donc entre guillemets c'est de pouvoir mettre au service de cette thématique finalement les mauvaises expériences et petites connaissances qu'on a parce qu'il n'y a pas de diplôme pour faire ce qu'on fait. Donc nous, maintenant, avec un dossier, on sait voir en un quart d'heure si le dossier est plus ou moins vrai ou pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas connu d'un fonctionnaire. Et en fait, on veut pointer du doigt aussi de pouvoir dire aux gens, regardez ici, vous avez signé un acte de naissance pour valider une adoption, mais la maman a 100 ans. C'est pas possible. Et de pouvoir attirer aussi l'attention des fonctionnaires, des personnes qui participent à ces processus d'adoption dans le cadre de leur travail, de la fonction publique, d'un État. Il y a une responsabilité au niveau de l'État. Un fonctionnaire ne peut pas signer un document pareil. Pourtant, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est choquant. C'est pour ça qu'on se bat. Un très beau combat. En tout cas, merci de nous avoir donné ces éclaircissements. Et je propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie du podcast. À tout de suite. Un día despierto con aquel sentimiento que no pertenezco, falta una pieza en el rompecabezas. Me siento tan lejos, algo me llama, creo que es mi tierra, la eterna primavera, el Je me silencio pose une de question los concernant niños. l'adoption. Selon moi, ça a plus de sens si j'adopte un enfant issu du pays. Est-ce qu'on tient compte de la sensibilité que les parents ont quand ils adoptent un enfant issu d'un pays étranger? Parce que je me dis, selon moi, ça a plus de sens qu'un parent, quand il adopte un enfant, ait au moins une sensibilité par rapport au pays d'origine de l'enfant qui est adopté. Parce que selon moi, comme tu disais là tout à l'heure, et un terme assez violent, c'est qu'on parle d'offres et de demandes. Donc moi, quand on me parle d'offres et de demandes, je m'imagine un catalogue comme si on pouvait choisir un enfant, comme si on parlait d'un produit, en fait. Comment ça se passe? Est-ce que tu as peut-être plus d'infos à me donner par rapport à ça? Alors, comme ça se passe actuellement, ça je ne peux pas le dire parce que je ne l'ai pas vécu, mais je sais que dans le passé, oui, l'enfant n'était pas forcément choisi sur catalogue, mais en tout cas, il y avait
par exemple, une famille disait je veux des jumeaux, je veux une petite fille de tel pays ou de tel continent, je veux pas tel âge ou tel âge, je veux un bébé, je veux pas un enfant qui marche. Enfin, il y avait toutes sortes de critères. Je veux pas un enfant noir, je veux pas un enfant d'origine asiatique. Ça existait. Il y a des documents qui l'attestent dans différentes associations, ce qu'on appelle les organismes agréés, que ce soit en France ou en Belgique. Donc ça a existé, effectivement. Après, je pense qu'il y a une sensibilité qui est maintenant donnée en formation aux futurs parents adoptants, une sensibilité de ne pas couper les racines avec le pays d'origine et de pouvoir aussi se familiariser avec le pays d'origine de l'enfant qu'ils vont avoir. Et il y a Amandine Gay, qui est une autrice, mais aussi une réalisatrice, dit quelque chose de très très fort, mais qui fait tellement sens. Elle a été adoptée dans une famille, donc ses parents sont français, ils sont de couleur blanche, et en fait, elle dit ses parents se sont familiarisés avec la culture afro-africaine pour justement ses cheveux. Parce que c'est compliqué pour un blanc de coiffer des cheveux. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'ai un autre souvenir qui m'est venu en tête, c'était ma maman, quand j'étais petite, qui me courait derrière avec de la crème solaire. Et ça ne m'a jamais plus évoqué de fou rire que ça. Voilà, j'ai grandi, etc. Et puis voilà, j'étais ici, le soleil, évidemment, est très fort. Mais par contre, quand je suis retournée au Guatemala et que j'ai sorti mon pot de crème solaire, là, c'est ma maman au Guatemala qui m'a regardée et m'a dit « Mais c'est quoi ?» J'ai dit bah, « C'est de la crème solaire. » Elle m'a dit « Mais pourquoi faire ?» Et donc là, tu vois, tu changes d'angle de vue et tu fais « Ah ouais, en fait. Ah ouais. » Et puis t'as ici, on te dit « Oui, le soleil, c'est mauvais pour la santé, ça peut apporter le cancer, etc. » Et tu dis « Mais en fait, là-bas, ils vivent toute l'année sous 40 degrés avec le soleil full-time. » Et en fait, tu changes vraiment de paradigme et tu te dis « Ok, en fait, c'est ça la vie, c'est de pouvoir te positionner avec différentes lunettes et de voir le monde différemment. » Donc, effectivement, en tant que parent adoptant, c'est aussi de pouvoir comprendre une culture, comprendre un pays, et tout dépend aussi de l'âge de l'enfant, mais de pouvoir comprendre ce qu'il a vécu dans ce pays d'origine. Ouais. Ouais, parce que c'est, selon moi, assez important aussi pour le développement ensuite de l'enfant. Oui, de ne pas le couper de ça. Ouais. C'est dur. Je suis encore un peu choqué d'entendre ces termes-là, mais c'est les termes et c'est la réalité au final. Concernant maintenant ta famille, est-ce que ta maman belge a rencontré ta maman guatémaltèque? Non. Vont-elles se rencontrer un jour? Je ne sais pas. Je pense que c'est une demande qui est faite des deux côtés. Pour moi, c'est très compliqué. Ok, je peux comprendre. C'est très compliqué parce que ma maman au Guatemala, elle dit tout le temps, c'est ma fille. Même si elle remercie ma maman de m'avoir élevée, de m'avoir fait grandir, etc. Mais maintenant, elle dit, c'est ma fille. J'ai retrouvé ma fille. Et je ne peux pas lui enlever ça. Et ici, ma maman m'a élevée dans ce projet de vie qu'elle avait, parce qu'en plus, ma maman pouvait avoir des enfants. Donc moi, c'est vraiment une histoire particulière qu'on a, parce que c'est un projet de vie de mes parents. C'est pas du tout un souci de stérilité. Donc c'est vraiment, l'adoption s'inscrit dans quelque chose de très ancré dans la famille. Et je suis pas la seule adoptée, j'ai une sœur aussi qui a été adoptée. Okay. Et donc, les voir ensemble, c'est pour moi quelque chose de compliqué. Parce que je sais pas où... En plus de ça, pour une c'est Mariella, pour l'autre c'est Colline. Et finalement, même si je suis la même personne, culturellement, je suis pas la même. Quand je suis là-bas, je suis pas la même. Les codes sont différents. Voilà, c'est compliqué de... C'est un peu schizophrénique déjà comme ça de base. Mais alors en plus, avoir tout le monde sur le même fauteuil, ça va être compliqué. Ouais, j'imagine. J'espère un jour que vous pourrez tous vous réunir et former encore une très belle famille extended, comme on dit. Donc voilà. Suite à la sortie de ton livre, est-ce qu'en Belgique, il y a des choses qui ont été mises en place, du coup, suite à toutes ces déclarations qui ont été faites? Je dirais pas en lien direct avec la sortie du livre, parce que dans le livre, j'explique qu'il y a un travail qui est fait avec d'autres associations. Donc, je pense que ça a donné effectivement un petit coup de pouce en termes de compréhension des faits. Mais le travail qui était fait en amont, le travail de dénonciation, il y a un député fédéral qui s'appelle Michel Demac qui avait pris la thématique à cœur et à bras-le-corps, parce que finalement, c'est le seul.
c'est le seul qui n'a pas fermé sa porte, qui a répondu, qui a accepté de nous rencontrer, rencontrer les assos, et de dire, mais enfin, c'est pas possible. En fait, il ne nous croyait même pas. Quand on lui expliquait chaque situation, chaque pays, une personne, par exemple, du Sri Lanka expliquait une situation, une autre de l'Inde, une autre personne du Congo, etc. Donc, on a tous, entre guillemets, on est tous revenus avec des vérités. Et il a dit, OK, bon, ben, je vais faire quelque chose. Donc, il a déposé une proposition de résolution et l'existence du texte a continué au niveau du Parlement, de la Chambre des députés en Belgique. Donc là, effectivement, les experts ont été entendus, des victimes ont été entendues, des avocats ont été entendus, constitutionnalistes, pénalistes, etc., pour vraiment créer un cadre. Et là, maintenant, on attend la discussion, les débats politiques à la Chambre, avec chaque parti politique qui va apporter ses amendements et, in fine, un vote avec une demande d'enquête, évidemment avec une reconnaissance de l'existence des adoptions illégales, une demande d'aide de l'État, qu'elle soit structurelle, diplomatique, consulaire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Nous, tout ce qu'on fait, c'est gratuit. On n'a pas de fonds et on fait ça bénévolement. Et on fait quelque chose, un travail d'utilité publique avec Racines Perdues, mais d'autres assos font exactement la même chose, pour la Colombie, pour d'autres pays, pour le Chili, etc. Et donc, permettre à des gens de se réunir, finalement des citoyens belges, c'est aussi reconnaître qu'ils sont belges. Et c'est ça tout l'enjeu aussi aujourd'hui, de pouvoir dire, je suis belge, mais par exemple, dans mon cas, je ne peux pas voyager aux États-Unis. Oui. Enfin, incroyable. Ça n'a pas de sens. Oui, ça, quand j'ai lu ça dans le livre, ça m'a choqué. La complexité de toi de aller aux États-Unis juste pour aller voir ton père. Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et qui plus est, pour le Guatemala, je ne suis jamais sortie du pays. Donc, si on regarde les registres au Guatemala, je vis là. J'ai pas de passeport, j'ai pas de carte d'identité, j'ai jamais payé mes impôts, j'ai jamais voté, mais je vis là. Voilà. Aucune logique. Non, j'ai un petit passeport avec une empreinte, donc on m'a mis de l'encre sur le doigt, j'ai signé, que je voyageais seule à 11 mois. Donc ça aussi... et la Belgique a validé. Donc tout ça, ça paraît fou quand on le raconte, mais c'est exactement toutes nos histoires. Donc il y a un moment, il faut se mettre vraiment en face du miroir et prendre ses responsabilités à bras-le-corps, même si ça ne fait pas plaisir au gouvernement, mais il y a un moment, il faut pouvoir tirer les leçons du passé. Ouais. Effectivement, et j'ai hâte de voir aussi les résultats des procès qui auront lieu prochainement, j'espère. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, encore une question familiale. Ton frère, qu'en est-il de sa situation? Ernesto. Mon frère, c'est très compliqué. Il vit très très mal, évidemment, ce qui se passe. Entre la sortie du livre où j'en parle et maintenant, il y a une deuxième condamnation qui est tombée. Donc on a rajouté 10 ans. Non. Je ne suis pas certaine que... Le problème, c'est que chaque fois, c'est ce qu'ils appellent au Guatemala la persécution policière. C'est on te rajoute des faits. On te rajoute des faits, on te rajoute des faits. Et donc, les faits suivants, il y a encore un dossier qui arrive. Les faits qu'on lui reproche, ce serait de nous avoir menacés, nous. Mais si ces faits sont, entre guillemets, prouvés sans preuve, mais sont jugés au Guatemala, pour chaque victime qui est concernée, à savoir chacune de mes sœurs et moi, il peut prendre entre 10 à 20 ans de prison par victime. C'est le même système qu'aux États-Unis, donc c'est des peines additionnelles. Et donc là, on se retrouverait avec des peines qui peuvent aller jusqu'à 300 ans de prison, c'est-à-dire la prison à vie. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, c'est inconcevable. Et nous, on ne peut pas se dire, mais en fait, on se dit, oui, c'est injuste, évidemment, il n'y a pas de mots, c'est injuste. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? Donc, on a déposé un dossier à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, il y a un dossier individuel auprès de l'ONU, et il y a différentes institutions, organisations, etc., qui sont dans les différents procédés. Mais voilà, je ne sais pas si ça va aboutir, je ne sais pas. Ok. Écoute, j'espère avoir plus de nouvelles prochainement. S'il y avait une chose qu'on devait retenir de toi, laquelle serait? Ça, c'est une bonne question. Que j'ai pas parlé pour rien, que ça continue, que le combat continue, que Racines Perdues continue, voilà, que tout continue en fait. Effectivement, quand moi j'ai lu le livre, j'avais l'impression que c'était une fiction, mais pas du tout. Et tellement que c'est gros ce qui se passe dans le livre. Ça a touché pas mal de personnes, et notamment il y aura une adaptation aussi visuelle du projet. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, oui et non en fait. Dis-nous ce que tu peux nous dire, et puis
Et puis après, on verra bien par la suite. Ce sera pour moi l'occasion de te réinviter et on pourra discuter ensuite du projet une fois celui-ci abouti. Avec grand plaisir. Donc ce que je peux dire, enfin non, en fait j'ai eu beaucoup de chance dans tout ça, c'est qu'il y a tout plein de projets qui se sont mis en route. Il y a effectivement cette partie audiovisuelle, il y a déjà une chanson qui est sortie au Guatemala, qui a été faite par des producteurs super merveilleux, qui ont été hyper touchés. Pour les artistes aussi, c'est un engagement assez fort parce qu'ils se mettent en danger là-bas. Donc de pouvoir porter une cause et défendre une cause, c'est quand même un acte très très fort. Et c'est eux un peu qui ont été aussi source d'inspiration de se dire, dans le dos de projet, c'est effectivement cette adaptation d'y croire, de se dire ok c'est possible. Et donc moi j'avais été contactée par Sylvain Goldberg, enfin mise en contact plutôt avec Sylvain Goldberg, qui est un producteur belge, qui travaille pour The All Kids avec Gilles Morin et Arnaud Chotard. Donc ça c'est la partie première production. Puis il y a eu la deuxième qui est New End Studio en France, qui est une très très grosse production. Donc ce sera une coproduction belgo-française. Effectivement, il y avait ce souhait d'adapter et ce souhait de porter la cause, de porter la thématique, qui est très peu connue finalement. Mais on oublie toutes les personnes qui sont arrivées avant, et on en aura encore après, aussi avec l'Ukraine, avec la Syrie. Tout ça, enfin je veux dire, dans toutes les guerres, dans tous les conflits, dans toutes les pauvretés, ou en tout cas dans tous les malheurs, il y a des personnes dans le besoin, et il y a toujours des personnes qui s'approvisionnent dans la tristesse des autres. Et donc je pense que dans la fiction, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de pouvoir se permettre d'aller plus loin dans l'histoire, et de pouvoir aussi, de manière, en rendant les gens anonymes pour certains, de pouvoir dénoncer et porter leur histoire, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se reproduire. Et de sensibiliser le grand public au travers d'une adaptation, c'est merveilleux. Moi, je le dis tout le temps, je suis super honorée. Et toutes les personnes que je rencontre dans ce cadre-là, dans ce projet-là, j'apprends, je découvre. Et voilà, c'est juste merci la vie, parce que c'est beau. Effectivement, c'est une très belle chose. Et je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on va clôturer. En tous les cas, je te remercie énormément pour ton temps. Merci à toi. J'invite encore tout le monde à lire Maman, je ne suis pas morte, paru aux éditions Kenes. Mariella, à très bientôt pour un deuxième épisode après la sortie de l'adaptation de ton histoire. Je te remercie. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.